Bonjour Monsieur Mocky. Bonjour les amis. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots, ainsi en précisant votre parcours et ce qui vous a amené à faire du cinéma. Écoutez, moi j'ai débuté au cinéma à l'âge de 9 ans, pendant l'occupation en 1942, dans un film qui s'appelait Les Visiteurs du Soir de Marcel Carné. Et j'ai donc été un cinéaste bébé, quoi. C'est-à-dire j'ai commencé à fréquenter les studios à l'âge de 9 ans. Donc, vous voyez, là j'en ai 85, donc ça fait un moment que je suis dans le cinéma. Et j'ai traversé toute une période avec des grandes stars, Fernandel, Bourvil, Michel Simon, enfin des gens comme ça, Catherine Deneuve. Et finalement, j'ai travaillé pratiquement avec les plus grandes vedettes de l'époque. Et maintenant, je continue à travailler avec les vedettes d'aujourd'hui qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, j'ai fait donc 70 ans de cinéma. Et voilà, j'ai fait 82 films et 50 courts-métrages. Mais quand je dis des courts-métrages, c'est presque des films parce que c'est des films de 30 minutes. Et c'est des Hitchcock, donc si vous voulez, c'est ce que Hitchcock faisait aux États-Unis à l'époque. Moi, j'ai repris ça avec sa fille, et donc on est en train d'ailleurs d'en tourner ici à Dreux. On en a tourné même plusieurs au mois de décembre. Voilà, donc une carrière longue, mais surtout différente des jeunes d'aujourd'hui, parce que nous, on a commencé... C'était très difficile de faire du cinéma à l'époque. Aujourd'hui, c'est assez simple, disons, il faut évidemment avoir un peu d'argent, mais vous avez vu la profusion de jeunes metteurs en scène, hommes ou femmes, parce que les femmes sont devenues metteurs en scène. Il n'y en avait pas au moment où j'ai débuté, il n'y avait pas de femmes. Il y en avait une qui faisait du cinéma. Alors donc, il y a eu une évolution énorme entre le moment où moi j'ai commencé, pendant la guerre, pendant la guerre, et après, il y a eu la nouvelle vague, après il y a eu des nouveaux maintenant, parce qu'il n'y a plus de nouvelle vague, alors c'est des gens tout à fait différents. Concernant j'aimerais bien revenir sur cette période justement nouvelle vague. Après avoir lu votre biographie sur Wikipédia, parce qu'elle est quand même assez complète, vous apparaissez comme un personnage assez complexe, avec des films où vous avez tourné avec les plus grands et des films un peu moins connus, voire autoproduits. Est-ce que vos films justement sont le miroir de ce passé ? Mais oui, parce que, si vous voulez, il y a eu deux périodes dans ma vie. Moi, j'ai jamais appartenu à la Nouvelle Vague, parce que la Nouvelle Vague, c'était des journalistes. C'est-à-dire, c'était des gens qui avaient peur des vedettes. D'ailleurs, si vous remarquez, tous les gens de la Nouvelle Vague ont travaillé avec des inconnus. Pas des inconnus, mais des jeunes comédiens comme Brialy, des gens comme ça. Ils n'ont pas osé attaquer les grands monstres. Alors que moi, au contraire, j'ai travaillé avec les grands monstres. Donc il y avait déjà cette différence-là. La deuxième, c'est que la Nouvelle Vague était une bande de journalistes qui ont voulu faire du cinéma et qui ont voulu ne plus faire de raccords, qui avaient un côté un peu désordonné dans leur réalisation, parce qu'ils disaient qu'il ne fallait pas de raccords directs, on pouvait faire un peu n'importe quoi, en fait, parce qu'ils n'avaient pas d'expérience et ils profitaient du fait de dire, voilà, je ne vais pas faire comme les grands classiques, je vais faire n'importe quoi. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Alors il y a eu des réussites, mais dès que Truffaut, par exemple, a terminé son premier film, il est rentré dans la même génération que les metteurs en scène qu'il avait attaqués, en fait. Parce qu'il y a eu, si vous voulez, la Nouvelle Vague est née un peu du fait qu'ils attaquaient les vieux. Ils attaquaient les vieux réalisateurs et ils disaient c'est nous les plus forts et on va changer, on va tout changer. Et finalement, quand au bout d'un moment, ils sont tous devenus comme ceux qu'ils avaient accusés au départ. Donc, si vous voulez, ça a été une période dans laquelle moi je ne me suis pas intégré à la Nouvelle Vague. Parce que j'ai jamais été dans la Nouvelle Vague. Robert Hossein, Vadim et moi, on n'a jamais été dans la Nouvelle Vague. Pourtant, en tant qu'acteur, vous avez reçu quand même les compliments de Godard. Ah oui, alors j'ai tourné beaucoup de films comme acteur, une centaine de films, mais entre Orphée de Cocteau, mais des tout petits. J'ai tourné 100 films, mais dans ces 100 films, il y en a 80 qui étaient des petits rôles. Et même récemment, vous avez joué dans le Redoutable de Michel. Ah oui, j'ai fait un petit, oui, parce que c'était la vie de Godard qui est mon ami, alors on m'a dit, tiens, tu vas tourner là-dedans. Non, mais si vous voulez, j'ai tourné dans beaucoup de films, mais le problème, c'est que je me suis tourné moi-même. C'est-à-dire, au bout d'un moment, comme M. Delon et M. Belmondo, qui sont mes copains,
À cause du côté révolutionnaire de mes films, ils ont eu peur d'entacher leur célébrité de type pour tout public, parce qu'eux, ils travaillaient dans des films tout public. Ils ont eu peur de s'intégrer à la fois à moi, mais même à d'autres. Delon a fait un film avec Godard à l'époque, mais ça s'est très mal passé, donc il n'a plus recommencé. Mais aujourd'hui, si vous voulez, le cinéma français, moi je suis un des derniers dinosaures, parce qu'ils sont tous morts maintenant. Donc je reste un des derniers, à avoir fait 82 films et 50 courts-métrages. Alors donc, oui, j'ai fait 130 films en fait. Vous avez effectivement actuellement 75 ans de carrière, plus de 60 films à votre actif, sans parler de séries, de courts-métrages qui ont été quand même une grosse partie de votre carrière également. Pour vous, est-ce qu'ils s'inscrivent tous dans une continuité logique ou artistique, ou est-ce que chaque film est vraiment indépendant? Vous passez un message dans celui-ci. Si vous voulez, j'étais très copain avec Orson Welles à la fin de sa vie, et Orson me disait, dans un métier dans lequel il y a 600 films valables par an depuis 100 ans pratiquement, comment peut-on imaginer de nouvelles histoires, de nouveaux films? Comment on peut faire? Parce que tout a été fait. Alors aujourd'hui, si vous voulez, ma ligne de conduite, ça a été de faire des choses que les autres n'avaient pas fait. Par exemple, Un drôle de paroissien, Le Miraculé en ce qui concerne l'Église, Une nuit à l'Assemblée nationale et Y a-t-il un Français dans la salle en ce qui concerne la politique. L'amour, je l'ai traité aussi dans plusieurs films. Après, j'ai traité aussi Mai 68, puisque maintenant Arte vient d'acheter Solo pour l'inauguration des 50 ans de mai 68. Donc, vous voyez, finalement, j'ai essayé de faire des sujets que les autres ne faisaient pas. Parce que quand je suis rentré dans le métier, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ou je fais des grands films avec des chanteurs, ou à l'époque, il y avait plein de chanteurs, Johnny Hallyday, il y avait Eddie Mitchell, et alors lui, je l'ai utilisé. Mais si vous voulez, après, j'ai traité du sport, j'ai traité à mort l'arbitre, j'ai traité de la pédophilie, les balais, enfin, j'ai traité un peu de tout, mais de sujets que les autres ne traitent pas. Ce qui fait que, voilà, alors là, je viens de faire à Dreux un film qui s'appelle Votez pour moi. Alors là, c'est toute une histoire sur les élections municipales qui m'ont passionné. Donc voilà, on a fait un film là-dessus. Et là, je commence un film avec Gérard Depardieu. Nous allons faire un gros film au mois de juillet avec l'idée d'un jardinier de l'Élysée qui enlève le président pour le faire parler. Donc vous voyez, ce sont toujours des sujets un peu particuliers qui rejoignent beaucoup les films américains ou italiens de l'époque. Ce sont pour moi, les grands films sont venus de Fellini, de Rossellini, de tous ces gens-là en Italie et de tous les grands américains. Donc finalement, je suis dans une catégorie de réalisateurs en France qui représente un peu ce que représente Tarantino en Amérique, ou des gens comme Nino Moretti en Italie. Enfin, ce sont des gens qui sont un peu à l'avant-garde des cinémas italiens, américains et français. Donc, et on n'est pas beaucoup comme ça. C'est-à-dire, les gens préfèrent faire des films, des comédies, parce qu'aujourd'hui, le cinéma français marche par les comédies. Alors, vous avez Dubosc, vous avez des gens comme ça qui font des films, et les gens vont les voir parce que finalement, les gens n'aiment pas qu'on leur remue des problèmes, ou qu'on leur parle de gros sujets, ça ne les intéresse pas, ils préfèrent se divertir. Alors, il y a dans le cinéma, si vous voulez, et aujourd'hui en France, il y a eu un article récemment disant que ce que le public désirait, c'était des films, des comédies. Mais alors, certaines comédies, pas des comédies trop violentes, pas des comédies... Et puis aussi... Pas de comédie sarcastique. Non, surtout pas, parce que les gens n'aiment pas être tétillés comme ça, et voilà, c'est pour ça que notre métier est très dur, et que depuis l'an 2000, mes films sont toujours mondialement connus, parce que je les vends dans le monde entier, mais sous forme de DVD. C'est-à-dire, en fait, ma pensée se développe dans le monde à travers des DVD, plutôt qu'à travers des films, parce que les films, ça nécessite de la publicité,
qui est très cher. On en a un exemple là, dans toutes ces affiches. Rien que pour faire ça, il faut dépenser de l'argent. Ensuite, ça, on le fait pas pour le cinéma de Dreux, on le fait pour toute la France. Donc à partir du moment où vous avez fait 100 trucs comme ça, vous avez dépensé un certain chiffre. Hein. Bon, vous voyez, déjà rien que ça. Puis après, les métros, l'autobus, tout ça. Alors finalement, nous sommes plusieurs réalisateurs à avoir décidé de sortir, par exemple Robert De Niro, qui est mon ami, qui est un acteur américain célèbre. Lui, en Amérique, ses films, il les sort directement en DVD pour échapper, si vous voulez, à la publicité. Parce que la publicité est plus chère que le film. C'est-à-dire, vous faites un film et après vous voulez le lancer au cinéma et ça coûte plus cher de le lancer que de le faire. Alors évidemment, les jeunes qui font des films pas chers, quoi, ils ne peuvent pas lancer leurs films. Donc voilà un peu l'histoire. Alors nous, aujourd'hui, on est un peu, comment on dirait, je suis un underground, comme on disait dans l'époque, c'est-à-dire un homme qui travaille toujours, mais pas avec les mêmes moyens que les autres. C'est-à-dire, quand vous avez Danny Boone qui sort un film, c'est pas pareil que moi quand je sors un film. Moi, par exemple, la vocation est votée pour moi qu'on a tourné à Dreux, ça sera 15 festivals, 3 prix et 15 villes où on va le présenter et après en DVD. C'est-à-dire ça va être une exploitation totalement tronquée par rapport aux films qu'on voit là, les ch'tis, la ch'ti famille ou des trucs comme ça. Parce que c'est pas le même système, si vous voulez. Nous, les artistes indépendants, nous sommes obligés de transiger avec le grand... pour sortir à Ciné-Centre, si vous voulez, pendant 2 semaines, c'est un problème. Parce que c'est des complexes, il faut que les gens rentrent, ça coûte cher un cinéma, donc ils prennent généralement tous les films qui sont proposés par les distributeurs qui ont choisi de faire ce genre de film. Vous nous avez beaucoup parlé de votre carrière en tant qu'artiste. On va se recentrer un petit peu plus sur votre métier en tant que réalisateur et en tant que personne. Quelle est selon vous, parmi vos créations, celle qui vous a le plus marqué ? Écoutez, je vais vous dire, j'ai fait 82 films et en fait, je pense qu'ils sont tous imparfaits parce que je connais certains réalisateurs, je ne nommerai pas, qui croient qu'ils ont fait des chefs-d'œuvre. Ils sont très fiers d'eux, ils reçoivent des prix à Cannes ou au César. Ils disent, moi j'ai fait une œuvre formidable, je suis très fort, etc. Malheureusement, le cinéma est quelque chose de parfaitement imparfait parce que quand vous écrivez un sujet, vous avez des acteurs, vous imaginez des acteurs, vous imaginez des décors, et puis vous ne pouvez pas les trouver. Quand vous commencez à réaliser, le salon dans lequel vous vouliez tourner avec des vitraux, il n'a plus de vitraux. Quand vous tournez dans tel endroit, ça ne correspond pas exactement à ce que vous avez imaginé. Les acteurs, c'est pareil. Il y a eu une disparition énorme d'acteurs de renom qui étaient des grands acteurs. Aujourd'hui, les acteurs, il y en a des bons, mais c'est plus la même chose. Alors finalement, quand vous réalisez un film, vous n'êtes jamais content. Moi, je suis content d'aucun des films que j'ai faits parce que je trouve que j'ai pas pu faire exactement ce que je voulais faire. Et je crois que le drame du metteur en scène, c'est de réaliser. C'est un peu comme dans la vie. Si vous voulez trouver une femme, vous épousez une femme et vous trouvez pas forcément la femme que vous voulez. Vous en épousez une, mais c'est pas forcément celle que vous vouliez. Donc, il y a une imperfection dans notre métier qui fait qu'aucun film ne peut être parfait. Il y en a un qui est trop long, un qui est trop court, un qui est très beau mais emmerdant. Il n'y a pas, si vous voulez, de critères de film parfait. Moi, j'en connais pas. Parlez-nous un petit peu de comment vous gérez un plateau de tournage. Comment est-ce que vous occupez ? Déjà, nous, on est des indépendants, donc on travaille à 12. C'est-à-dire qu'il y a 12 techniciens, ce qui est très rare, parce que quand je fais un film publicitaire, j'ai 60 techniciens. Donc, vous voyez, pour faire un film sur du beurre ou sur je sais pas quoi, vous avez 50 techniciens. Alors, 50 ou 60 techniciens. Quand vous faites un long métrage, vous n'en avez plus que 12. Alors, ça veut dire que vous devez travailler avec un matériel léger, parce que si vous n'avez qu'un machiniste, vous ne pouvez pas porter des trucs très lourds. Le même pour l'électricité, vous êtes obligé de travailler avec un certain genre d'électricité.
D'autre part, les groupes électrogènes, c'est pour les très grosses productions, parce que ça fait du bruit. Et quand le groupe fonctionne, eh bien, vous êtes obligé de doubler après les films, parce qu'il y a le bruit du générateur. Donc, si vous voulez, nous, on travaille comme une petite entreprise de, je ne sais pas quoi, de menuiserie. On a des artisans, on est 12, et chacun a un rôle. Par exemple, il y a des filles qui font le maquillage, l'habillage et la script. Les trois postes en même temps. C'est-à-dire le matin, elles maquillent, après elles habillent les gens avec les costumes, et après elles sont avec un stylo, elles marquent le processus de la journée, ce qui se passe, etc. Donc aujourd'hui, si vous voulez, moi mon métier, c'est un métier d'artisan. Je suis un artisan. Et pour passer au stade supérieur, c'est-à-dire pour faire des blockbusters comme mon ami Steven Spielberg, que je connais fort bien, eh bien lui, il fait des gros trucs. Le dernier film a coûté 400 millions d'euros, un truc comme ça. Nous, on ne peut pas accéder à ce genre de film. Donc l'artiste, qu'il soit jeune ou vieux comme moi, ou jeune comme j'étais dans le temps, il n'a qu'une solution, c'est de trouver un très bon sujet. L'exemple type est Un homme et une femme de Lelouch, qui a été un sujet phare pour le monde entier et qui a permis à Claude de devenir ce qu'il est. Mais l'idée était d'un jeune réalisateur qui a trouvé une idée. Parce que l'idée était double. Premièrement, il faisait un film d'amour de 1h30, mais il y avait 45 minutes de stock shot de voiture. Donc il ne faisait plus qu'un film de 45 minutes. En parlant de l'amour, je t'aime. On ne peut pas dire je t'aime pendant 1h30, on peut le dire pendant 45 minutes. Alors donc, il a trouvé cette astuce de parler de ce qu'on appelle les familles recomposées. Et il a lancé dans le monde l'idée qu'une femme, il n'était pas obligatoire de connaître une femme vierge et de rester avec elle. On pouvait très bien refaire sa vie avec une femme qui avait déjà des enfants, etc. Donc ça a été l'idée force, parce que dans le monde entier ça se passe comme ça. Et son film a tout cassé. Et moi je le cite souvent en exemple, ce film, parce que c'est un éclair de génie d'avoir trouvé à la fois ce sujet et de l'avoir divisé en stock shot et en roman. Alors, donc, aujourd'hui, le cinéma, pour moi, je continue, j'ai encore beaucoup de films à faire, mais, si vous voulez, je m'adresse à des fans plutôt qu'à du public classique qui va le samedi au cinéma, parce que ce public-là, il vit une vie, en général, c'est des gens très malheureux, ils travaillent toute la semaine, toute l'année, et ils ne peuvent pas supporter de voir des films qui traitent de problèmes qui sont les leurs, quelquefois, parce que ça les attriste, ils préfèrent aller voir des grosses conneries. Et c'est pour ça que le cinéma et les commerçants, les gens qui fabriquent des films chers, ils prennent les spectateurs pour des cons. Alors c'est ça qui me gêne, moi. C'est un peu l'exploitation de la bêtise de certains ou de la lâcheté de certains. Alors vous avez des expériences bizarres comme celle des films avec, je sais jamais le titre de ce film, qui a fait 20 millions d'entrées, Les Incorruptibles, pas Les Incorruptibles, c'est le truc sur les paralysés, là. Intouchable. Les quoi? Intouchable, avec Omar Sy et... Oui, voilà, ce truc-là, oui. Alors là, c'est le prototype du film qui a été fait, qui logiquement n'aurait pas dû marcher parce que les gens, les infirment, c'est triste, etc. Mais ça a fait 20 millions d'entrées parce qu'il s'est perdu, c'est un peu le coup de Lelouch, mais dans un autre sens, c'est-à-dire quand vous passez devant un infirme, vous êtes gêné. Vous voudriez l'aider, et puis vous le voyez sur une chaise, il ne bouge pas, etc. Ça fait peur. Mais les gens l'évitent en général, ils passent leur chemin, ils s'en vont. Quelques-uns tendent la main à un aveugle pour lui faire traverser la rue. Bon, mais d'accord, ça marche. Mais dans l'ensemble, ils ont un complexe vis-à-vis des paralysés. On fait un film sur les paralysés. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? J'ai rien fait pour les paralysés, je m'en occupe pas. Là, il y a un film dessus, j'y vais. Mais en plus, c'est drôle. On présente la chose sous une forme gaie, etc. Et tout le monde y a été. Mais ça a été comme si on allait à l'église, si vous voulez. C'était obligatoire de ne pas laisser le film mourir
parce qu'il y avait des handicapés. Alors, il y a des phénomènes comme ça dans l'existant, dans notre métier. Il y a des films qui portent, si vous voulez, ce genre soit de remords général des gens, soit identification à des familles recomposées, etc. Donc voilà. Alors le cinéma, il y a deux choses. Ou on fait un cinéma artisanal comme moi et on traite les sujets qu'on veut traiter sans tenir compte du public du samedi soir. Soit au contraire, on traite des problèmes. Alors ma mère a un cancer, mon père va mourir, mon fils est autiste, etc. On peut très bien rentrer dans cette catégorie-là, mais moi je ne le fais pas. Ça. Voilà. Avez-vous quelques anecdotes de bons ou de mauvais moments, un petit peu amusantes ou si vous voulez, c'est les rapports entre les artistes et nous qui forment. C'est parce que vous avez des acteurs qui arrivent chez moi, ils ne comprennent pas ce que je fais, et il se crée des quiproquos. Il y a des bagarres, quelquefois, des gens se disputent, on ne se parle plus pendant le tournage. Donc des anecdotes, il y en a des dizaines et des dizaines. Mais la plupart du temps, dans mon cas, que ce soit avec Bourvil, Michel Simon, ou Michel Serrault, ou des gens comme ça, ou Gabin, ça a été, si vous voulez, plutôt des rapports d'amitié. Parce qu'au bout du compte, les artistes comme moi qui font des trucs, si vous voulez, l'acteur, lui, il a envie de changer. C'est comme un enfant qui veut se déguiser à Carnaval, il veut faire un Zorro ou un Superman, etc. Parce que l'enfant, en fait, il y a un rapport entre l'enfant et l'acteur, parce que l'enfant joue, il joue tout le temps, et il veut se changer, il s'amuse. Et l'acteur, c'est pareil. Alors pourquoi moi j'ai eu plus de chance avec les acteurs, c'est parce que je leur proposais toujours des trucs différents de ce qu'ils faisaient. Par exemple, un mec qui faisait un brave type, j'en faisais un salaud. Un type faisait un policier, j'en faisais un gangster. Une fille faisait une salope, j'en faisais une fille religieuse. Vous voyez, je changeais tout le temps les gens, ce qui fait que je suis le roi du contre-emploi. Donc les acteurs venaient chez moi pour faire autre chose que ce qu'ils faisaient d'habitude. Et ça, c'était le principe de l'acteur. L'acteur, il en a marre de jouer toujours le même rôle. Donc si vous lui proposez le contraire, il est très content, il vient vers vous. Quelles que soient les conditions, en fait, même pour moins cher que pour faire son rôle habituel. C'est quelquefois dans la vie qu'on prend pour Solo, qui est un de mes films les plus célèbres. Bon, mais Solo, c'est pareil. Il y a eu la Révolution de mai 68, dont on fête le 50e anniversaire. Eh bien, c'était deux jeunes qui étaient assis dans un café. Moi, j'étais à côté, et ils disaient « Cette révolution est foutue, il faut qu'on continue ». Ils disaient « On va y aller ». Et eux, ils voulaient continuer la révolution alors qu'elle était finie. Et c'est ça qui nous donne l'idée du film. Donc c'est toujours dans la réalité qu'on cherche les sujets. La mort, l'arbitre, c'est l'histoire d'un arbitre dont on a crevé les yeux à Glasgow, Manchester, en Angleterre, où ils sont extrêmement violents au point de vue... C'est les fameux hooligans. Alors donc ça nous a inspiré à mort, l'arbitre. Un arbitre qui est poursuivi jusqu'à crever par des supporters. Là, vous voyez, donc on rentre toujours dans parler d'anecdotes, mais c'est ça. C'est-à-dire, chaque fois, on tombe dans un sujet général que les gens n'ont pas traité. Parce que, curieusement, on a fait des films sur le foot, mais jamais sur la violence. On a fait des films sur le foot, mais pas du tout ça. On a fait l'histoire d'un champion, mais l'histoire de ces arbitres qui étaient complètement... c'est les arbitres, il y en a qui ont été tués carrément. Donc l'arbitre, en fait, il n'est pas fautif, il essaie de respecter les règles du foot, mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Alors, après, la politique, c'est pareil. On a fait un film Une nuit à l'Assemblée nationale. Macron vient de décider de les réduire, ces gens-là. Mais il a raison, parce que ces gens ne foutent rien. C'est-à-dire, alors on a encore fait un film là-dessus, sur les gens... Surtout les sénateurs, tous ces types-là qui foutent rien du tout, sinon de se mettre de l'argent dans la poche parce qu'ils ont droit à un défraiement, je sais pas quoi. Et on ne parle pas des familles, enfin, de toute cette histoire de Fillon et tout ça. Alors là aussi, c'est un sujet. C'est-à-dire les mecs qui prennent leur fille, leur maîtresse comme conseillère, je sais pas quoi. Bon. Et on y va comme ça, on va très loin, on va avec la prostitution, on va avec... la pédophilie, on va avec les curés qui sont, et les religieuses,
il y a plein de sujets, vous savez. Alors, donc, les miraculés traitaient de l'exploitation de la foi des gens, c'est-à-dire en leur vendant des médailles, des statuettes, des trucs. Donc finalement, dans chacun de mes films, j'ai essayé de fustiger les choses. Voilà. Et puis aussi les jeunes filles, j'ai fait plusieurs films sur les jeunes filles. Voilà. Autre question, on voulait savoir un petit peu quel était votre rythme de travail sur les tournages. Écoutez, on travaille 8 heures par jour, on travaille à peu près 150 jours par an, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'on nous appelle les intermittents du spectacle, parce que sur 365 jours, on ne travaille que 150 jours. Alors, on tourne en général soit une dizaine de moyens métrages dans l'année, soit 3 films de long métrage, ça dépend des années. Donc depuis l'an 2000, j'ai fait 31 films, ce qui fait, vous voyez, à peu près, ça fait 18 ans. En 18 ans, j'ai fait 31 films, ce qui fait à peu près 2 films par an. Et plus des courts-métrages, bien entendu. Voilà le rythme que nous avons, nous, mais qui n'est pas celui de mes confrères, parce que mes confrères sont beaucoup moins rapides que moi. Ils en font un par an, ou un tous les 2 ans, ou un tous les 3 ans. Pourquoi être venu tourner dans la région centre spécialement? Alors, écoutez, je parlais tout à l'heure des sénateurs qui en avaient trop. Là, il y en avait un, qui est le sénateur de l'Eure-et-Loir, et qui a eu l'idée de nous aider. Et en fait, si on est venu tourner ici, c'est pour une raison assez bizarre. C'est qu'on a dit à la région, donnez-nous de l'argent. Au départ, ils nous ont dit non. Oh non, on ne va pas vous donner de l'argent. Par contre, je leur ai dit, ben voilà, on va faire une affaire. Vous allez m'acheter 3 000 à 4 000 DVD du futur film que je vais tourner chez vous. Et là, ça a marché. Donc le sénateur en question m'a fait un contrat. Il a acheté 4 000 DVD à tel prix, ce qui a constitué, si vous voulez, une cagnotte pour faire le film. Alors là, c'est ça qu'on a fait à Dreux. Puis il faut dire qu'on a été aidé un petit peu par beaucoup de monde, par le maire de Dreux d'abord, par le maire de Coulon, qui est une petite ville à côté. Tout le monde nous a aidés et nous a ouvert les portes. Donc l'avantage de venir là, c'est que c'est pas loin de Paris. Et deuxièmement, qu'on avait des décors gratuits, alors qu'à Paris, il aurait fallu les payer. Voilà, donc il y avait un avantage à venir tourner là. Est-ce que vous auriez 3 conseils pour débuter le cinéma, que vous auriez à donner à des jeunes réalisateurs ou des jeunes... Écoutez, quand j'ai débuté, il était très difficile pour un jeune de travailler. Il fallait passer par des échelons. D'ailleurs, mai 68 a été une des causes de mai 68, c'est que nous, artistes, on ne voulait plus être en carte, comme les putes, en fait. C'est-à-dire, on ne voulait plus être en carte, parce à l'époque, il était indispensable, si vous vouliez faire du cinéma, de rentrer dans le cinéma, d'avoir suivi un petit peu ce qu'on a dans les autres métiers, c'est-à-dire apprenti, premier contrat d'assistant stagiaire, deuxième contrat d'assistant stagiaire, et enfin une carte pour avoir le droit de faire du cinéma. C'est ça qu'on a voulu supprimer à mai 68. Malheureusement, ça n'a pas été supprimé, mais maintenant, si vous voulez, à cause de la vidéo, du fait qu'on tourne en HD, donc les moyens sont plus, si vous voulez, moins onéreux que les grosses caméras Mitchell et le bordel, et l'électricité aussi s'est soulagée. Donc tout le matériel est devenu moins cher, et on arrive à des trucs, c'est que ce soit aux États-Unis, en Afghanistan ou en France, vous avez des jeunes qui peuvent faire des longs métrages pour 20 000 €. Alors ça, c'était inimaginable, parce que moi, les plus petits films que j'ai faits de mon temps, c'était 60 000 à 80 000 €. On ne pouvait pas aller moins. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui peuvent, s'ils ont un bon sujet, parce que tout le problème est là, il faut avoir un bon sujet, ils peuvent faire des films à 20 000 €, en ayant évidemment la participation de l'équipe technique, des acteurs en participation, bien entendu, parce que s'ils les payent, ils ne peuvent pas faire ça, mais payer les frais, si vous voulez, de location de matériel, d'électricité, l'étalonnage, les travaux de finition, etc., c'est 20 000 €. On peut y arriver. Donc, à partir de là, ça signifie que n'importe qui a 20 000 € ou qui trouve 20 000 € peut faire un film. Et ça, c'est l'avenir. Alors, c'est plus la nouvelle vague, c'est plus rien. C'est simplement, si vous voulez,
que les gens arrivent à trouver 20 000 euros et à faire un film. Alors ils peuvent le trouver soit par de la sponsorisation, soit par l'appel au public, ce qu'on appelle l'ULULU. Alors vous pouvez demander à des gens de vous donner 10 euros chacun, etc. Et vous constituez un petit capital avec lequel vous faites votre film. Alors il y a, si vous voulez, une simplification pour les jeunes pour faire des films. Simplement, évidemment, on peut aller au-delà de 20 000 euros, mais 20 000 euros est un minimum. Donc ça veut dire que je pense que dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura une génération de gens qui auront fait ces films à 20 000 euros et qui seront plus ou moins valables selon le sujet qu'ils auront choisi. Alors, parce que c'est tout le problème. Le problème, je vous ai parlé de Lelouch tout à l'heure, et ça, c'était un sujet. Et il n'a pas coûté cher, d'ailleurs. À l'époque, il n'a pas coûté 20 000 euros, mais il n'a pas coûté beaucoup plus. Il a coûté 40 000, 50 000 euros. Bon. Moi, les miens aussi coûtaient 50 000 euros. Un solo a coûté 50 000 euros, mais bon. Ben parce qu'à l'époque, on était encore avec du matériel lourd, ce qui ne nous a pas permis de faire les films à 20 000 euros, mais on aurait le matériel d'aujourd'hui, on aurait pu le faire. Abonnez-vous!